Bonjour, je m'appelle François Valeret, je viens de Picardie. Alors moi j'ai un parcours un peu particulier. Je suis à la fois un associatif, parce que je travaille pour une association qui travaille sur les pollutions chimiques, les pesticides notamment, sujet sur lequel j'ai pas mal bossé, écrit des bouquins, tout ça. Et puis je suis aussi un élu régional en charge de l'environnement dans ma région. Alors nous en Picardie, on est concerné non pas par les gaz de schiste, mais par les huiles de schiste dans la partie sud de l'Aisne, dans le termite Château-Thierry, dans lequel il y a un collectif qui s'est constitué, zone dans laquelle il y a un collectif qui s'est constitué, qui mêle... Ouais, j'ai un petit problème de voix, j'essaie de la pousser au maximum, mais aussi de la faire durer. Ouais. Voilà. Et donc un collectif qui rassemble à la fois bien sûr des associatifs, c'est mieux comme ça? Oui, oui. Et aussi des représentants des élus locaux, etc., départementaux, régionaux. On essaye de faire en sorte que ça se passe bien dans l'indépendance de tout le monde. C'est vrai que c'est un exercice compliqué à inventer. Moi, je pense personnellement qu'il n'y a pas de raison que les personnes qui ont des responsabilités électives dans une région, dans un lieu donné, ne les prennent pas justement en s'impliquant dans la vie de la société. La politique, c'est pas le cinéma qu'on en voit à la télévision, mais c'est bien l'implication dans la vie de la cité et les affaires de la cité. Donc il faut que tout le monde soit unis au plus possible pour faire avancer ces dossiers-là. Voilà, fermer la parenthèse. Donc moi je suis venu aujourd'hui participer à ce débat sur la question de l'énergie avec un focus sur les gaz de schiste. Pourquoi cette question-là m'a intéressé? Mes dossiers sur lesquels j'ai quelques compétences, c'est le dossier agricole et le dossier de santé environnement. Donc l'énergie c'est une question qui n'est pas étrangère, mais ce n'est pas mon premier sujet. Alors il se trouve qu'effectivement dans le dossier gaz de schiste, il y a une dimension santé-environnement évidente, parce qu'on a parlé, on ne va pas rentrer dans le détail, refaire toute l'histoire, reciter tous les chiffres et toute la chimie, mais on a beaucoup parlé de la chimie qui est employée dans l'extraction des gaz de schiste par fracturation. On a beaucoup parlé des pollutions induites, de radioactivité qu'on retrouve remontant avec les eaux de fracturation dans certaines zones des États-Unis. Et on voit très bien que derrière tout ça, il y a une question de santé-environnement qui est essentielle. Le débat énergétique, il est absolument omniprésent dans cette affaire. Et si les questions de pollution locale, les questions de défiguration des paysages, les questions de volume d'eau utilisée, de camions en nombre d'aimants, qui ont fait quand même se lever en masse les gens dans les provinces françaises au sud comme au nord pour réagir, exploser contre ces projets d'extraction de gaz et d'huile de schiste, sont importants. Je pense que maintenant, et c'est l'occasion d'ailleurs, et c'est le sujet de ces journées, la question de l'énergie, de la politique, quelle politique énergétique pour demain en France, en Europe et dans le monde, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment au cœur des débats. On nous a fait croire que justement les gaz de schiste étaient une des solutions au réchauffement global, et on a vu des lobbies gaziers européens, il y a un truc qui s'appelle European Gas Advocacy Panel, quelque chose comme ça, c'est-à-dire un groupe, un lobby de gaz de schiste, commence à monter au front depuis quelques mois, notamment en direction, en invitant, en informant, en faisant des repas, débats, en invitant donc fréquemment les responsables politiques européens, notamment le commissaire européen de l'énergie, pour essayer de vendre le gaz de schiste comme étant une des réponses à la crise climatique et de proposer un nouveau scénario pour les années 2030-2050, dans lesquelles les gaz de schiste auraient une place essentielle, le gaz naturel aurait une place essentielle, au détriment des énergies renouvelables. Et donc dans ces plans qui sont mis en avant par les lobbies gaziers, les renouvelables descendent à 30% du mix énergétique, alors que dans les scénarios qui sont quand même poussés, comme étant les scénarios qui permettraient d'atteindre la nécessaire réduction des émissions de CO2 de moins 50 à moins 80 et quelques pourcents, c'est ce qui permettrait de maintenir le réchauffement à plus de degrés en 2050. C'est la solution sur laquelle il faut se coller pour éviter la catastrophe climatique. C'est quand même plus de degrés, c'est pas rien, mais les spécialistes du GIEC estiment qu'à ce niveau-là, on peut encore maîtriser à peu près les choses. Ça demanderait donc une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre et un scénario dans lequel on est en gros à 60%, 2/3 de renouvelables dans le mix énergétique. Donc il y a une véritable escroquerie, un coup d'esbrouf terrible des lobbies gaziers qui consiste à faire croire que
le gaz naturel, et les gaz de schiste, c'est effectivement une des sources de production de gaz naturel, pourrait permettre de répondre à ça. Alors, on va en parler beaucoup pendant ce débat et dans d'autres débats, mais c'est une vue, une opinion qui est basée sur différentes contre-vérités. Premièrement, l'idée de base qui sous-tend cette assertion, c'est que finalement, le gaz de schiste qu'on extrairait, il viendrait suppléer du charbon qu'on n'utiliserait pas ailleurs. Donc, on serait dans un remplacement. C'est faux. Hein, d'ailleurs, il y a une étude qui est parue réalisée par l'université de Manchester, qui montre bien qu'on n'est pas dans un remplacement du charbon par du gaz, mais bien par une offre énergétique supplémentaire, et que de toute façon, toutes les offres seraient consommées, aussi bien les nouvelles ressources en gaz, non conventionnelles, que les ressources de charbon qui sont de toute façon consommées ici ou ailleurs par un modèle économique à vide d'énergie fossile. Et donc, ce n'est pas la question de remplacer le charbon par les ressources. Alors, ça a été pourtant aussi mis en avant au niveau national en France, y compris par la ministre de l'écologie, qui n'a pas hésité à poser pour la problématique au mois de février dans ces eaux-là, en disant voilà, attention, on sait très bien que les gaz de schiste, les gaz non conventionnels peuvent être des pistes intéressantes pour suppléer d'autres sources d'énergie plus polluantes. Donc voilà ce qu'on a essayé de nous vendre. Comment ça ne fonctionne pas. L'idée même que les gaz de schiste d'ailleurs seraient moins polluants, les gaz non conventionnels, que le charbon est discutée. Mais il y a d'autres études scientifiques qui montrent qu'au contraire, l'extraction des gaz non conventionnels a un inconvénient majeur au niveau du potentiel de réchauffement, c'est qu'elle relâche beaucoup de méthane pendant la phase initiale de mise en place, de mise en route, en exploitation du puits. Donc là, on a à peu près 2% du stock de méthane exploitable qui va être relargué à ce moment-là, alors que dans les gisements conventionnels, on est à une fraction absolument négligeable de relargage de méthane à ce moment-là. Et c'est cet relargage initial de méthane qui montre, et ça a été démontré par un scientifique américain, que finalement le bilan en termes d'impact climatique de l'extraction et l'exploitation des gaz de schiste est dans tous les cas plus mauvais que le diesel ou le gaz naturel classique, et au mieux à peu près aussi polluant, voire même un peu plus polluant que le charbon si on étudie l'impact sur le climat uniquement dans les 30 premières années. Ce qui veut dire que l'idée même que le gaz non conventionnel serait une réponse au dérèglement climatique ne repose sur aucune donnée scientifique sérieuse. Donc on voit très bien, en regardant ces contre-vérités qui ont pourtant été mises en avant par les lobbies, qu'on n'est pas du tout dans une énergie qui constituerait une réponse à la crise climatique qui est déjà en route et qui va s'aggraver, mais uniquement une opportunité financière pour un certain nombre d'investisseurs. Alors on l'a très bien vu en France, hein, avec un certain nombre d'investisseurs, certains bien sûr, je ne résiste pas au plaisir de rappeler le nom de demi-frère de Patrick Balkany, Julien Balkany, qui était un type qui est passé quand même des hedge funds, qui était un des traders, des 30 traders les plus performants entre guillemets au monde, sur des fonds qui sont purement spéculatifs, venir mettre son argent dans une société qui a recentré ses intérêts en France, parce qu'il y avait de l'argent à faire en spéculant sur une ressource dont on ne sait pas d'ailleurs exactement si le potentiel annoncé est à la hauteur du potentiel réel. Il y a New York Times qui a récemment publié une série d'articles intéressants sur le fait qu'il y avait potentiellement un effet de bulle financière aussi au niveau des gaz de schiste, parce que dans certains endroits, par exemple, les gisements sont pas, la réalité des potentiels des gisements n'est pas à la hauteur du potentiel annoncé. Par exemple, en Suède, alors sous la pression à la fois des citoyens organisés, c'était la société Shell, hein, qui était sur ces permis-là, mais aussi parce que le potentiel finalement des gisements n'était pas si bon que ça, Shell a retiré ses billes et a abandonné un certain nombre de ses projets dans le pays. Donc on voit très bien qu'il y a un côté de spéculation financière qui est omniprésent. Donc si le gaz de schiste ne permet pas de répondre à l'urgence climatique, je pense que nous, on se doit d'ouvrir au maximum et d'élargir au maximum le débat pour éviter de se laisser coincer comme on va essayer de nous coincer dans ce qui serait finalement un procès en irresponsabilité. Hein, à un moment donné, en filigrane, c'était ça. On nous disait, oui, mais vous refusez les gaz de schiste, vous refusez aussi le nucléaire, mais vous êtes irresponsable, comment est-ce qu'on va faire sur fond de crise climatique émergente pour répondre aux défis qui sont bien réels. Ben, on peut montrer aujourd'hui
que le gaz de schiste ne constitue pas une réponse, mais on se doit aussi d'élargir le débat pour s'emparer de la question énergétique, parce que cette question énergétique, elle nous appartient. Des réponses qu'on va donner, on va modeler le monde de demain, celui dans lequel vivront nos enfants, nos petits-enfants, d'une manière ou d'une autre. Or, le dossier des gaz de schiste est également extrêmement exemplaire par la façon dont il a été géré au niveau de la gouvernance, au niveau de la façon dont la société était impliquée, ou plutôt pas impliquée, puisque c'est un secret pour personne. Ces permis ont été délivrés, pas excessif de dire en douce, par des ingénieurs des mines présents dans les ministères. Je ne suis pas sûr que le ministre de l'écologie à l'époque était parfaitement au courant de ce qui se passait. Et en tout cas, il n'y a jamais eu de débat sociétal pour dire oui, il faut aller sur cette nouvelle énergie, ou non, il ne faut pas y aller. Donc ça montre bien que, comme dans la question du nucléaire, on veut déposséder la société de ce débat qui est le sien. On se doit d'avoir un débat sociétal de fond sur la politique énergétique, aussi bien en fourniture qu'en ressources, qu'en consommation. Quel modèle de consommation pour demain? Et derrière tout ça, il y a un débat sociétal passionnant sur les transports, l'aménagement du territoire, la construction des logements, tous les modes de consommation, les modes d'agriculture également. Et ce débat-là, il est urgent qu'on ne supporte pas qu'il nous soit confisqué. C'est pour ça que ces journées de l'aisance sont essentielles, puisqu'on repose le problème dans le bon sens. Les citoyens que nous sommes, les citoyennes que nous sommes tous et toutes s'emparent du débat, posent la vraie question: quel modèle énergétique, quelle société, donc quel type de société, quelle organisation sociétale demain? Et enfin, voilà, en prenant le débat dans le bon sens, on peut penser qu'on peut faire des propositions collectivement qui aillent dans le bon sens. C'est l'exact contraire du modèle qui était développé par les gaz de schiste, où d'une opportunité financière, on a fait des demandes de permis et l'espoir est que ça débouche sur un mode d'exploration et d'exploitation demain. Ça, c'est l'exact contraire de ça qu'il nous faut nous mettre en place, proposer, partir des désirs des citoyens et des citoyennes, du modèle de société qu'on veut pour demain, nécessairement durable, sur fond de crise climatique avec là des enjeux et des objectifs qui sont très clairs. Je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie, mais on a parlé de facteur 4 au moment du Grenelle, etc. On a bien vu ce que notre président de la République en faisait, puisque un facteur 4, si on continue les modèles de développement actuels, on ne va pas diviser par 4 l'énergie, mais on va passer de à peu près 30 milliards de tonnes de CO2 émises annuellement sur la planète à 35 milliards en 2100, et on va aller à, l'Agence internationale de l'énergie nous donne ce chiffre-là, plus 3,5, plus 4 degrés si on continue à faire n'importe quoi et à ne pas mettre en route la nécessaire révolution énergétique qu'on se doit de mettre en route pour à la fois contrôler le climat, éviter la catastrophe, mais comme dans toute question, même s'il y a une catastrophe potentielle qui est là, le fait de pouvoir y répondre, c'est une opportunité pour changer de modèle de société. C'est le pari que moi je veux faire. Le fait de répondre à la crise énergétique induit des réponses qui seront nécessairement des réponses qui induiront des effets bénéfiques au niveau social, au niveau sociétal, puisqu'on ne peut pas avoir, c'est la thèse défendue quand même par beaucoup de monde, une société de gaspillage, de maximisation du profit pour quelques-uns, de spéculation à outrance, et une société égalitaire. Donc le fait de répondre dans une contrainte forte au niveau de la gestion des énergies pour contrôler le climat, ça induira, à mon sens, si les bonnes décisions sont prises, de bonnes réponses également en termes sociétal, en termes de justice sociale. Donc on sera vraiment là dans quelque chose qui sera réellement durable, parce qu'il y aura une réponse sociale satisfaisante et une réponse environnementale qui sera satisfaisante. Donc c'est un peu pour ouvrir le débat, moi les quelques mots que je voulais dire, à revenir. On pourra y revenir pendant la discussion sur les questions de pollution, de pollution des eaux, de santé, etc. Mais ma volonté, c'est tout de suite de poser le débat sur une approche plus globale sur le climat, la nécessaire réponse qu'on doit avoir à ça. Et aussi de se souvenir que cette affaire des gaz de schiste, elle est tout sauf enterrée, parce que si en France il y a une réaction, je dirais, exemplaire, la réponse qui a été donnée, c'est quand même une réponse qui est en suspens. On attend dans quelques semaines la réponse des industriels sur le mode, les techniques qu'ils vont employer, fracturation hydraulique, hors note fracturation hydraulique, c'est la question. Sauf qu'on sait très bien que, la définition de ce qu'est la fracturation hydraulique, de manière incontestable, n'existe pas vraiment. Deuxièmement, on sait aussi tous qu'il y a des échéances électorales l'année prochaine, et qu'en fonction des résultats, on peut voir, d'ailleurs c'est prévu par la loi, une révision du point de vue qui nous amènera demain à céder aux pressions
qui sont d'ailleurs présentes aujourd'hui à notre porte, hein, en Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne bien sûr, mais des pays comme l'Argentine, l'Algérie, la Chine, l'Australie, etc., voient des entreprises commencer à explorer et à exploiter les hydrocarbures non conventionnels. Donc il ne faut pas se leurrer, ces pressions-là industrielles, les lobbies vont continuer à l'exercer et on va avoir passé le coup de chaud de la crise médiatique et de la crise politique potentielle, une forte pression sur les politiques, de quelque bord qu'ils soient d'ailleurs, parce que je me souviens très bien que pendant la discussion de la loi sur le gaz de schiste, il y a eu un flottement aussi au Parti socialiste, l'idée qui traînait que le gaz de schiste pouvait être une énergie de transition, bridge fuel comme on dit, pour aider la transition aux énergies renouvelables était là, et les gens, les lobbyistes avaient bien fait leur boulot parce que cette idée-là traînait dans les esprits également des gens qui finalement après sont devenus les partenaires d'Europe Écologie par exemple, et ont voté une loi qui était un peu plus claire, même si imparfaite. Et donc le combat doit nécessairement continuer pour arriver à étendre aussi aux autres pays européens cette réflexion sur l'offre et la place de l'énergie dans notre société de demain. Sur les oui, bien sûr, merci Brick. Sur les freins des énergies renouvelables, c'est vrai que l'idée qu'on ne peut pas concilier une explosion de l'utilisation de l'exploitation des gaz de schiste et puis une transition énergétique vers le renouvelable, elle est étayée par le fait qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis, pays où depuis plusieurs années il y a une croissance très forte de l'exploitation des gaz de schiste. Entre 2009, un simple chiffre, entre 2009 et 2010, la part des renouvelables dans l'investissement dans la production d'électricité est passée aux États-Unis, passée de 40% à 25%. C'est-à-dire qu'on voit un ralentissement de la part du renouvelable dans les nouvelles capacités de production électrique aux États-Unis parce que l'investissement, il va maintenant plutôt, les investissements financiers vont dans les gaz de schiste dans ce pays-là. C'est-à-dire que la masse d'argent qui est orientable sur les énergies, elle va plutôt là où il semble qu'il y a des gains rapides à faire. Et donc c'est pas gaz de schiste et énergie renouvelable, mais c'est bien un coût exclusif, ou partiellement exclusif, parce que on s'aperçoit que les deux ne peuvent pas cohabiter. Et une commissaire européenne en voyage aux États-Unis, en retour, se disait affolée. Parce que finalement, elle a eu beaucoup de réactions de personnes qui lui disaient « Ah bah oui, bah finalement maintenant nous, on était partis vers les renouvelables parce qu'on avait un problème au niveau de l'énergie, mais ce problème maintenant avec les gaz de schiste n'existe plus. On a plein d'énergie à disposition, pas chère, disponible pour les années et les décennies qui viennent. Et donc les renouvelables, on verra un peu plus tard. Donc voilà aussi, lors de la question financière, pourquoi il y a un véritable danger à laisser ces gaz de schiste se répandre partout, en plus des questions environnementales, etc., locales ou globales. C'est parce que cette transition énergétique, il est nécessaire de mettre en œuvre maintenant, très rapidement, parce qu'on est déjà très en retard dans les mesures à prendre pour arriver à contrôler, limiter le réchauffement. Eh bien, on va encore induire des délais si, par malheur, on allait vers l'exploitation des gaz de schiste, ici et ailleurs.